Bon, bonsoir, merci à tous d'être venus. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais plomber l'ambiance très très vite, donc encore plus. Merci parce que la soirée va pas être facile. Et merci à Agora Culture de m'avoir fait venir ici. Je vais vous faire une description de l'économie mondiale que vous n'avez pas l'habitude d'entendre sur les chaînes publiques qui ne font pas de l'information mais de la communication plutôt. Et donc je vais vous faire un petit tour du monde de ce qui est en train de se passer et on passera après aux conséquences macroéconomiques et puis aux conséquences pour vous. Là, ça risque d'être nettement moins drôle. Alors, on vous dépeint depuis quelque temps, en fait depuis la crise de 2008, on vous dépeint une économie qui repart grâce aux bons soins de nos banquiers centraux qui ont tout fait pour faire redémarrer ces économies, que ce soit l'économie américaine ou les économies asiatiques ou européennes. Alors, c'est un gros mensonge. Mais c'est un gros mensonge qui est bien vendu, on va dire. Mais c'est un gros mensonge. Pourquoi c'est un gros mensonge ? Tout simplement parce que c'est pas en créant des billets, c'est pas en faisant tourner la planche à billets que vous augmentez l'activité. Alors je vais vous l'expliquer simplement. La monnaie, c'est quoi au départ ? C'est quelque chose qui, après la période de troc, permettait de s'échanger des biens ou des services à une distance plus longue et un petit peu plus facilement qu'en s'échangeant des chameaux contre autre chose. Et donc, cette monnaie est une sorte d'huile dans les rouages. Et je ne sais pas si vous avez essayé de mettre de l'huile dans un moteur, mais ce n'est pas ça qui le fait tourner. Alors vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, mais ça ne fera pas tourner l'économie. C'est les échanges qui font tourner l'économie, mais ce n'est pas l'inverse. Et depuis un certain temps, on a quand même tendance à essayer de faire croire que ce n'est pas le chien qui remue la queue, c'est la queue qui remue le chien. Et ce n'est pas vrai, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc vous pouvez imprimer autant de billets que vous voulez. Si la voiture est sur cale, elle n'avancera pas. Et c'est pourtant ce qu'on a fait. Et on a fait ça depuis 2008. On a fait tourner la planche à billets partout dans le monde. Alors l'Asie, avec le Japon, a été le précurseur. Ça fait 20 ans qu'ils font tourner la planche à billets. Ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas de croissance. Et vous avez les États-Unis qui ont suivi, l'Europe, et il ne faut pas oublier la Chine. La Chine imprime comme vous n'avez pas idée, parce que évidemment, ce n'est pas au journal de 20 heures, mais en ce moment, la Chine imprime jusqu'à 400 milliards de dollars par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait. Alors, ces impressions monétaires, au départ, ont été annoncées comme l'alpha et l'oméga de l'économie, c'est-à-dire que, je vous ai dit, ça allait relancer la croissance, ça allait aussi relancer l'inflation, je ne sais pas très bien comment, mais enfin ça allait relancer l'inflation, et donc ça allait régler tous nos problèmes. Alors en fait, s'est aperçu que ça n'avait absolument pas relancé l'inflation parce que pour que l'inflation soit relancée, il fallait d'abord et avant tout que l'argent circule. Vous savez que l'inflation, vous ne le savez peut-être pas, mais l'inflation, c'est le produit de la masse monétaire et de la vitesse de circulation de la monnaie. Pensez bien que si je vous donne 100 € et que vous le mettez dans votre poche et qu'il ne sort pas de votre poche, ça ne va pas créer d'inflation. Si vous allez le dépenser, en revanche, ça créera peut-être de l'inflation. Et s'il circule, plus il circulera vite, ce billet,
plus ça déclenchera de l'inflation. Mais là où c'était curieux, c'était le principe qui a été mis en place par les banquiers centraux, qui était de dire on va racheter des obligations sur les marchés, et donc on va faire tourner la planche à billets pour les racheter. Il fallait bien de l'argent, d'accord? Donc on va racheter ces obligations, et par un miracle quelconque, ça va nous augmenter l'inflation et ça va nous augmenter le PIB. Alors moi, j'ai posé la question très tôt à ce moment-là en disant, quand même curieux, vous achetez des obligations sur le marché, vous le mettez dans le bilan de la Banque centrale, et on me dit ça va augmenter l'activité, ça va augmenter l'inflation. Par quel miracle? Et évidemment, ça n'a pas augmenté l'inflation et ça n'a pas augmenté l'activité. Et donc 8-10 ans plus tard, on se retrouve dans une situation où les Américains n'ont absolument pas progressé alors qu'on vous dit le contraire. On vous dit qu'ils sont arrivés au plein emploi aux États-Unis. C'est un gag. Ils sont à peu près à 20% de chômeurs. Si on recalcule les choses, ils sont à peu près à 20% de chômage. Alors rassurez-vous, en France, c'est mieux, c'est 24. Mais tout ça, c'est de la com. On essaie de vous vendre une reprise qui n'existe pas. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait une reprise, il faudrait qu'il y ait une reprise de la consommation. Vous savez que le PIB, donc la mesure de la croissance, le PIB, à 70% dans les pays occidentaux, est constitué par les dépenses des ménages. Le reste, c'est l'investissement. Je vous en parlerai après, parce que c'est toujours un grand moment, l'investissement. Mais là, c'est la consommation des ménages. Et qu'est-ce qu'il faut pour que les ménages consomment plus? Il faut les payer plus, a priori. Il faut qu'ils aient plus de revenus. Sinon, ils ne peuvent pas consommer. Ou alors, s'ils veulent maintenir leur pouvoir d'achat et s'ils veulent maintenir leur consommation, il faut qu'ils s'endettent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, par exemple, aux États-Unis, que depuis 2008, les revenus n'ont pas augmenté, les revenus réels, c'est-à-dire défalqués de l'inflation qui est annoncée. Ce n'est même pas l'inflation qu'on pourrait recalculer, parce que là, il y a beaucoup à dire sur la méthode de calcul de l'inflation. Je prends le chiffre de l'inflation donné par l'État américain. Et si vous le défalquez de la hausse des salaires, de la hausse des revenus, eh bien, vous obtenez une baisse des revenus des Américains. Alors, il faudrait m'expliquer comment, avec une baisse des revenus sur l'ensemble de la population américaine, je ne vous parle pas des 0,1%, je ne vous parle pas de Bill Gates, je ne vous parle pas de Elon Musk, je ne vous parle pas des présidents des principales sociétés américaines. Je vous parle de l'ensemble de la population. L'ensemble de la population n'a pas vu ses revenus augmenter. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont endettés. Ils se sont endettés massivement. Et non seulement eux, mais aussi l'État américain. Alors, on a calculé, en gros, si vous voulez, que depuis la crise de 2008, qui était déjà une crise de la dette. Les subprimes, c'était un surendettement de gens qui ne pouvaient pas rembourser. Or, on a essayé de faire quoi? On a essayé de régler une crise de surendettement en surendettant encore un peu plus. Ce qui, a priori, intellectuellement, est quand même assez curieux. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a posé de la dette sur la table. Pour poser de la dette sur la table, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait tourner la planche à billets. À tel point, quand même, que depuis 2008, en gros, vous avez 4 $ de dette pour 1 $ de PIB supplémentaire.
Alors posez-vous la question, je ne sais pas s'il y a des chefs d'entreprise dans cette salle, mais posez-vous la question de savoir si un chef d'entreprise serait capable de mettre 4 euros de dette pour avoir 1 euro de chiffre d'affaires pendant très longtemps. Pas sûr que ça fonctionne bien. Or, c'est ce que l'État américain et c'est ce que les Américains, dans leur ensemble, ont fait. Mais pas que eux. Les Européens aussi. On vous a parlé, je suppose, vous avez entendu il y a quelques temps, de cette formidable reprise espagnole. Non? Alors la formidable reprise espagnole, là c'est encore mieux, c'est le record. C'est 12,30 € de dette pour 1 euro de PIB depuis 2000. C'est merveilleux. Donc on vous dit, l'Espagne a repris. C'est d'ailleurs pas une rentabilité très forte, hein, vous l'avez remarqué. 12 pour 1, c'est pas génial. Donc vous avez ça en Espagne, vous avez ça en Italie, vous avez ça en France, vous avez ça alors à des niveaux, ça va de 2,50 € ou 3 € de dette pour 1 euro de PIB. Vous avez ça aussi, évidemment, au Japon et en Chine. Alors, moi, la dette ne me gêne pas. A priori, dans la théorie gestion financière, avoir un peu de dette, c'est pas gênant. Mais si vous avez de la croissance à mettre en face, d'accord? Donc, si vous pouvez potentiellement rembourser. Là, l'ennui, c'est que vous n'avez pas de croissance à mettre en face. Et vous en avez de moins en moins. Vous en avez de moins en moins structurellement. Ce n'est pas une question de conjoncture. C'est une question structurelle. C'est-à-dire que le potentiel de croissance dans les pays occidentaux a fortement diminué. En gros, vous étiez entre 6 et 9 à la sortie de la guerre dans les années 50. Il fallait la reconstruction, il y avait le développement de tout ce qui était motorisation, l'électricité, l'informatisation, etc. Tout ça a fait qu'on avait une croissance qui était autour de 7 en France. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus, les 7 en France, je peux vous dire. Et en gros, on a baissé d'1% tous les 10 ans. 1950, 2018, ça fait 68 ans, si je ne me trompe pas. Et donc, il ne reste plus grand-chose. Si vous enlevez ça de 7, à raison de 1 par an, par dizaine d'années, pardon, il ne vous reste plus grand-chose comme croissance potentielle. Et en gros, c'est ça, la croissance potentielle aujourd'hui, en Europe, c'est entre 0 et 1. Et aux États-Unis, c'est entre 0 et 1,5. Certains, plus gentils que moi, vont dire 2. Enfin, c'est pas grand-chose non plus. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment fait-on pour rembourser? Alors, on a une dette qui est astronomique et que là, aujourd'hui, on s'interroge sur le fait de remonter les taux. C'est une blague. C'est une vraie blague. Vous ne pouvez pas aujourd'hui remonter les taux dans le monde. C'est juste pas possible. Pourquoi? Parce que quand vous avez une dette qui, imaginons, et c'est un tout petit recul en arrière, vous retournez dans les années 2006-2007. Les pays étaient endettés, je ne vous parle pas des consommateurs, hein, je ne parle pas des ménages. Les pays étaient endettés tous autour de 50-60%. D'accord? Quand vous montez les taux d'un point, ça vous coûte 0,5, 0,6 en plus. On est bien d'accord. Alors bon, si vous avez 200% d'endettement, 250% d'endettement comme les Japonais, vous faites quoi? Vous montez les taux d'un point, ça vous fait 2,5% à payer en plus. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Alors qu'ils sont 0% de croissance.
Donc vous obtenez un pays, le Japon, qui est un laboratoire extraordinaire. On ferait bien de s'en inspirer, on ferait bien de regarder ce qui s'est passé là-bas. Parce que c'est ce qui va nous arriver. Ils sont aujourd'hui à 250% de dette. Ils ont 7 à 10% de déficit budgétaire par an. Donc vous avez une dette qui augmente tous les ans. Dans quelques années, on sera à 300. Si ça n'a pas sauté avant, on sera à 300%. Et en plus de ça, ils ont, et c'est bien l'explication sur laquelle on va passer un petit moment, c'est la démographie. Le problème aujourd'hui, il est démographique, partout dans le monde. Or, aujourd'hui, aucun politique ne s'en occupe. En tout cas, sérieusement. Il faut savoir que la démographie, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux Japonais, les Chinois, avec la politique de l'enfant unique, les Européens, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Donc le monde entier, sauf l'Afrique. Ce sont les seuls qui ont une démographie positive. En 2050, il y aura 1 milliard de plus d'Africains. En Allemagne, ça baisse. Au Japon, ça baisse. Au Japon, vous êtes à 126 millions aujourd'hui, 126 millions 200 000 très exactement. Les calculs donnent pour 2050 une population de moins de 90 millions. Ce qui veut dire qu'ils auront perdu un tiers de leur population sur les 20 prochaines années, 25 prochaines années. Ça a des conséquences épouvantables. Il faut bien savoir que, alors ça c'est des études qui ont été faites par des démographes, une personne à partir de 75 ans a des revenus qui sont, et encore, si le système de retraite tient, a des revenus qui ont baissé évidemment par rapport à leur pic, qui va jusqu'à 59 ans, à des revenus qui ont baissé de plus de 50%, presque 60%. Et il a des dépenses, évidemment, qui ont suivi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une population de plus de 75 ans qui croît dans les pays, ça va poser un petit souci en termes de potentiel de croissance. Alors avec mon équipe, on est en train d'essayer de chercher le modèle pour essayer de calculer les potentiels de croissance des pays en tenant compte de la démographie. Ce n'est pas encore fait, ça sera peut-être pour la prochaine conférence, je vous donnerai les chiffres. Mais aujourd'hui, c'est la question principale. Parce que ça va tout changer. Il faut savoir qu'en moyenne, aujourd'hui, un couple d'Américains de plus de 65 ans, alors vous savez qu'ils n'ont pas d'âge de la retraite, ils peuvent continuer à travailler, mais un couple d'Américains de plus de 65 ans part à la retraite, il la prend, avec en moyenne de 225 à 250 000 $ devant lui. J'ai bien dit, c'est la moyenne, ce n'est pas la médiane. Attention. Donc, si M. Warren Buffett, vous savez, rentre dans cette pièce, nos patrimoines augmentent légèrement. Quand il ressort, il rebaisse. OK? Donc, c'est la moyenne. Et la moyenne fait que vous avez, je vous dis, entre 225 et 250 000 $ devant eux quand ils partent à la retraite à 65 ans. Pas de bol. Est-ce que vous savez quelles seront leurs dépenses de santé jusqu'à la fin de leur vie? En moyenne, 275 000 $. Comment font-ils pour? Sans dette. Ils n'ont pas le choix. D'accord? Et donc, c'est ce que vous voyez depuis un certain temps aux États-Unis. Vous voyez une dette qui est une exponentielle. Alors, dette sur les cartes de crédit.
plus d'1 trillion de dollars. Vous savez que la grande mode aux États-Unis, c'est d'avoir plusieurs cartes de crédit et à chaque fois une dette dessus. Puis la dette, c'est pas sur les taux à 10 ans, hein, c'est pas à 2,5, bien plus, c'est à 15. Les dettes sur les automobiles, là aussi, gigantesques. 1400 milliards. Pas rien. Donc, des dettes qui ne seront jamais remboursées. Il faut savoir que quand ils achètent une automobile, ils s'endettent sur 7 ou 8 ans. Au bout de 8 ans, votre auto, c'est la casse. Hein. Donc, plus rien. Et le dernier truc, hein, qui est extraordinaire, c'est la dette étudiante. Alors la dette étudiante, il faut savoir une chose, c'est qu'elle est inextinguible, puisqu'elle est garantie par l'État. Donc vous avez aujourd'hui des gens qui meurent, et la dette étudiante n'étant pas remboursée, est transmise à leurs enfants dans la succession. C'est rigolo. C'est des dettes qui en fait sont de moins en moins des dettes étudiantes. Hein. Vous avez une grande partie de gens qui sont au chômage et qui vous prennent une petite carte d'étudiant pour en bénéficier. Donc là aussi, tout ce système, alors encore plus aux États-Unis évidemment qu'en France, parce qu'en France vous avez quand même les barrières sur la dette que vous n'avez pas aux États-Unis. Aujourd'hui aux États-Unis, vous pouvez très bien pour vous loger, en termes de loyer, vous pouvez très bien dépenser jusqu'à 60% de vos revenus. Ce que vous ne pouvez pas faire a priori en France, en général. Donc vous avez une dette qui enfle très rapidement. Et cette dette-là va plomber, littéralement plomber, la croissance américaine. Aujourd'hui, les États-Unis sont, en gros, si vous prenez la totalité de la dette américaine, que ce soit la dette des ménages, la dette de l'État, plus la dette des entreprises, vous êtes à 64 000 milliards de dollars. Le PIB américain est 20 000 milliards de dollars. Donc 3 fois, en gros, le PIB américain. Donc quand vous entendez des gens qui se triturent le cerveau sur la possibilité d'une remontée des taux, vous pouvez éteindre la télé, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit, s'ils montent leur taux d'un point, ça fait 3%. Et c'est pas possible. Donc on va rester, dans les années qui viennent, sur des taux extrêmement bas, parce qu'ils ne peuvent pas les remonter. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que même s'ils font semblant, même s'ils vous disent que la planche à billets c'est fini, etc., ils recommenceront sous une forme ou sous une autre. Ils ne l'appelleront pas quantitative easing, ils l'appelleront autrement, peu importe. Mais ils seront obligés de maintenir les taux bas. On l'a vu récemment avec M. Kuroda, le patron de la banque centrale japonaise, qui, après avoir vu les taux à 10 ans passer de négatif à légèrement positif, quand je dis légèrement positif, ils étaient à plus 0,15. Quand même pas, pour des taux à 10 ans, c'est quand même pas quelque chose d'extraordinaire. Mais là, M. Kuroda est sorti du bois tout de suite en disant mais je ne peux pas. Donc on va arrêter là tout de suite. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté massivement sur les marchés pour faire remettre les taux en dessous de 0% parce qu'il ne pouvait pas se permettre d'avoir des taux positifs. Donc vous êtes dans cet environnement-là, et vous êtes dans cet environnement-là, je dirais, un peu comme un drogué à la dette et un drogué à la planche à billets. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous ne pouvez pas sortir de cette mécanique qui est devenue une mécanique infernale. Parce que si vous sevrez les marchés, qu'est-ce qui se passe? Si vous sevrez les marchés,
Comme un drogué, il n'est pas content. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait plonger les marchés. Et quand il fait plonger les marchés, il fait quoi? Au-delà des 2 ou 3 qui vont perdre quelques plumes sur le CAC 40, sur le Dow Jones et sur le Standard & Poor's, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font sauter le système. Aujourd'hui, quand vous avez un produit financier dans une banque, c'est quoi? C'est de la dette. Le livret A, c'est quoi? C'est de la dette. Un PEL, c'est quoi? C'est de la dette. Codélie, c'est quoi? C'est de la dette. D'accord? Une assurance vie, je sais que vous adorez ça. Une assurance vie, c'est quoi? C'est de la dette. Donc, s'il y a un pépin sur la dette, vous avez tous 0. Donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est fondamental, c'est-à-dire que vous aviez des banquiers centraux qui, avant, étaient ce qu'on a appelé pendant très longtemps data dépendants, c'est-à-dire qu'ils dépendaient des chiffres macroéconomiques pour leur politique, et qui, aujourd'hui, sont devenus market dépendantes, c'est-à-dire que, à force d'acheter, à force d'avoir des bilans remplis d'obligations, etc., aujourd'hui, ces banquiers centraux qui sont même allés jusqu'à acheter des actions, ce qui n'était pas leur métier au départ, qui sont même allés jusqu'à acheter des actions, aujourd'hui, ces banquiers centraux sont devenus market dépendants, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas laisser tomber les marchés. Parce que s'ils laissent tomber les marchés, c'est tout le système qui s'écroule. Les banques s'écroulent, les assureurs s'écroulent. Et vous avez, en plus de ça, tous vos systèmes de retraite, d'assurance médicale, etc., qui s'écroulent. Aujourd'hui, il faut bien se mettre dans la tête que, par exemple, tous les fonds de pension américains, les fonds de pension publics américains, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom, mais Caltex, ça vous dit quelque chose? C'est le fonds des fonctionnaires américains. Gigantesque. C'était le fonds le plus puissant au monde. Il est en faillite. D'accord? Si jamais, là, dans les mois qui viennent, le marché américain se replie fortement, Caltex saute. Ça veut dire plus de retraite pour les fonctionnaires. Ça risque d'être assez taquin. Ah, vous voir ça? Je pense qu'on va rigoler un moment. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les banquiers centraux, leur seul boulot, c'est pas de contrôler l'inflation, c'est pas de contrôler la croissance, etc., comme ils essaient de vous faire parler, c'est juste de contrôler les marchés. C'est juste un exercice de communication pour essayer de faire en sorte que les marchés tiennent le plus longtemps possible sur des niveaux élevés. Parce qu'on ne peut pas se permettre qu'ils descendent. Alors maintenant, vous avez même, je vais vous faire rigoler, mais c'est quand même assez... il y a des banques qui avaient engagé des équipes entières pour décrypter le body language de Madame Yellen. C'est-à-dire si pendant son exposé, elle se tortillait d'une place sur l'autre, ou si elle avait un petit rictus avec le bord gauche de la bouche, pour essayer d'imaginer ce qui pouvait lui passer par la tête. On en est réduit à ça dans les salles de marché. Donc vous imaginez qu'aujourd'hui, le vrai problème d'une banque centrale, ce sont réellement les marchés. Le pire de tout, c'est la Banque centrale japonaise, qui détient aujourd'hui, dans ses livres, la quasi-totalité de ce qui est émis au Japon. Ils détiennent 50% des obliques, ils détiennent 70% des ETF, ils détiennent des actions. Ce n'est pas leur métier. Tout ça pour essayer de soutenir, tout ça pour essayer d'avoir des indices qui sont le plus haut possible. Parce qu'ils savent très bien que si ça se casse la gueule, c'est mort.
Alors, autre chose, ne croyez pas, parce que c'est quelque chose qu'on nous renvoie périodiquement, que quelques économistes nous racontent, hein, c'est qu'on s'en fout parce que la dette japonaise est détenue par les Japonais eux-mêmes. C'est faux. C'était vrai. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de sous. Et donc vous avez aujourd'hui 40% des Japonais qui n'ont aucune épargne financière. Donc interrogez-vous sur le comment vivre. Alors, là je suis resté beaucoup sur les États-Unis, je vais revenir sur l'Europe parce que il y a 2-3 choses à dire. Donc l'Espagne qui s'est redressée par miracle. La Grèce aussi, j'ai appris récemment qu'elle allait se redresser. Ce qui est intéressant, c'est que visiblement, il y a des gens qui ont commencé à comprendre ce qui se passait. Il y a des gens qui ont commencé à se dire que l'euro, l'Europe, c'était peut-être pas si bien que ce qu'on leur avait vendu. Rappelez-vous, hein, au Maastricht, on ne peut plus avoir de chômage, on peut avoir une croissance extraordinaire, enfin bon, que des trucs, c'est la petite maison dans la prairie. Et il s'avère que c'est pas vraiment ce qu'on nous a vendu. Hein, donc, et j'ai quand même l'impression, là, vote après vote, que les gens commencent à s'en apercevoir. Et les Anglais, c'est normal, ça fait longtemps qu'ils avaient compris que l'Europe, c'était pas ça. Et puis, il y a eu une petite tentative grecque, les Espagnols, les Italiens, là, maintenant. Alors les Italiens, ça va être drôle. Mais les Grecs, ça aurait pu être très drôle. Pourquoi? Parce que les Grecs, si M. Tsipras avait été l'ennemi du père de testicules, ce qu'il n'est pas, ce qu'il n'a pas, M. Tsipras, en fait, aurait pu sortir de l'euro. Pourquoi? Ben, il aurait pu faire une sortie par la grande porte, une sortie royale, puisque les Grecs ne détiennent plus leur dette. Toute la dette est dans les institutions européennes. Donc si vous faites défaut, qui est-ce qui est emmerdé? Pas les Grecs. C'est nous. D'accord? On se mange 300 milliards et on fait une croix dessus. Eux, tout va très bien. Ils n'ont plus de dette. Ça veut dire que dès le lendemain, tout le monde se précipite pour leur prêter de l'argent. Moi en premier. Un pays qui n'a pas de dette, je risque rien. Donc je me précipiterai pour leur prêter de l'argent. D'accord? Et à ce moment-là, ils pourraient s'en tirer. Aujourd'hui, comment voulez-vous qu'ils s'en tirent? Ils ont une monnaie qui est surévaluée comme pas possible. Ils ont une dette abyssale. Ils ont massacré tous les salaires, etc. chez eux. Comment voulez-vous qu'ils s'en tirent? Ils ne peuvent pas. Donc on va jouer à ça, je ne sais pas combien de temps. Alors peut-être que ça ne sera pas les Grecs, peut-être que c'est les Italiens qui vont ouvrir les yeux. Les Italiens ne sont pas dans une forme extraordinaire. Je vous rappelle qu'ils ont 350 milliards de dettes pourries dans les banques. 350 milliards, c'est 24% du PIB. Ah, ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Donc les Italiens sont mal. Ils n'ont pas de croissance depuis des années. Ils ont une démographie qui est plombée. Réellement, leur population diminue. Donc, avec ce qui vient de se passer, le vote qui vient d'avoir lieu, je ne serai pas tranquille. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer? Là, on va revenir un petit peu directement sur ce qui peut vous concerner. Il faut savoir, quand on fait tourner la planche à billets, il y a une conséquence. La conséquence, c'est que, et quand on maintient les taux à zéro, il y a une conséquence. Il y a une conséquence, c'est qu'on crée de la dette. Et que dans cette dette, comme les taux sont à zéro, c'est souvent de la dette pourrie. Et qu'en plus,
contrairement à ce que pensaient aussi les banquiers centraux, on nourrit une déflation. Pourquoi on nourrit une déflation? C'est pas intuitif, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'était pour ça que c'est très drôle quand on voit les banquiers centraux se dire mais depuis le temps que je fais des quantitative easing, ça aurait bien dû relancer l'inflation. Ça ne peut pas relancer l'inflation. Et pourquoi? Tout simplement parce que quand vous maintenez les taux à zéro, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous maintenez en vie des entreprises qui auraient dû sauter s'il y avait des taux normaux. D'accord? Donc, vous maintenez des capacités de production qui n'ont pas lieu d'être. Donc, vous faites baisser les prix. Et donc, vous avez une déflation qui vient de ça, qui vient des taux zéro, qui vient de ces planches à billets, qui fait que c'est toujours assez amusant de voir la tête de M. Draghi qui s'interroge en ayant l'air d'utiliser son cerveau pour se dire mais comment, mon Dieu, il n'y a pas d'inflation? Il ne peut pas y avoir. Puisque lui, il crée de la déflation, il risque encore moins d'en avoir. Donc qu'est-ce qui se passe quand on fait tourner la planche à billets? Généralement, ça se termine mal. Et ça se termine mal sur quoi? Comme la fuite ne peut venir que de la monnaie, un jour les gens se réveillent, comme en Argentine en 2002, un jour les gens se réveillent et leur monnaie ne vaut plus rien. Pourquoi? Parce que c'est un contrat de confiance, la monnaie. C'est basé sur quoi? Sur rien, sur la dette. Et donc c'est un contrat de confiance. Tant que vous avez confiance, tout va bien. Le jour où vous refusez les 50 € que je tends pour avoir ce que je veux en échange, c'est terminé. Là, votre monnaie vaut zéro. Or, on sait aujourd'hui, je pense que ça a été démontré, que l'euro a été mal monté, mal créé, mal pensé. C'est très difficile de faire une monnaie. Et nous, on a voulu en plus mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on a fait une monnaie unique et tout de suite, on a fait rentrer plein de pays. Et plein de pays qui n'avaient rien à voir. Et donc, c'est comme si vous montiez un building et que vous ne mettiez pas de fondation. Donc vous savez que le premier jour où il va y avoir une grosse tempête, il va être après. Ben là, c'est ce qui va se passer, très probablement. À force d'imprimer des billets sans aucune contrepartie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Japon, que ce soit en Europe, ça va se terminer mal. Et ça va se terminer d'autant plus mal qu'on a fait absolument, et ça, vous pouvez me croire, on n'a fait absolument aucune réforme dans les banques depuis 2000. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une banque est plus dangereuse qu'elle ne l'était en 2000. Pourquoi? Parce qu'on n'a absolument pas baissé les effets. Aujourd'hui, la moyenne des banques, c'est, en Europe, c'est aux alentours de 50 milliards de fonds propres. En moyenne, quand vous avez la BNP qui est à 80 milliards, quasi 80 milliards de fonds propres, mais en moyenne, vous prenez les banques européennes, c'est 50 milliards de fonds propres en moyenne. Vous avez un total de bilan de 1500 milliards en moyenne. La BNP, c'est 2000 milliards, donc le PIB français. Et vous avez, assis sur le gâteau, parce que ça c'est tellement bon, et vous avez, en moyenne, 35 000 milliards de positions sur les marchés à faire. Qui est hors bilan. Alors, je n'ai pas dit que le risque était sur 35 000 milliards, bien évidemment. Les économistes ont calculé que sur les 35 000 milliards, vous en aviez 10% qui étaient à risque. Ça veut dire quoi? 3 500 milliards. C'est-à-dire une fois et demie français. Dormez tranquille. Ça va bien se passer. Ça va super bien se passer. Après, vous pouvez croire les nouveaux qui vous disent que vos avoirs seront garantis jusqu'à 100 000 €. Alors, il faudra m'expliquer comment une banque qui a
50 milliards de fonds propres. Il y a 2000 milliards à l'actif, il y a 1500 milliards à l'actif, et qui fait un truc de 3000 milliards, elle vous garantit vos 100 000 euros. Vous y croyez vraiment? Je sais pas. Même chose pour les assureurs. Alors, je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais est-ce que vous savez que quand vous avez une assurance vie, vous n'êtes plus propriétaire de votre argent? Vous saviez ça? Oui? Bon, c'est bien. Vous avez une créance sur l'assureur. Juridiquement, c'est pas la même chose du tout. C'est-à-dire que le jour où il y a un pépin, vous passerez en dernier. Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous. Ça veut dire quoi? Vous aurez un pépin, mathématiquement, vous aurez un pépin un jour ou l'autre dans une vie. D'accord? Pour l'instant, c'est resté des pépins, on va dire, relativement mesurés. Alors, il faut savoir ce qu'on appelle mesuré, mais je dirais quand vous avez un pépin qui fait quelques milliards, c'est quelque chose de mesuré. Je ne sais pas si vous avez vu en Italie, il y a quelques temps, il y a 3 banques qui ont sauté. Il y a Montepaschi, qui était la plus vieille banque italienne, et il y en avait 2 autres, je vous défie de me dire rien. D'ailleurs, personne sur la place les connaissait. Les 2 petites banques vénitiennes, et personne ne connaissait ces banques. Coût de l'opération, 24 milliards. 24 milliards par rapport au PIB italien, c'est 1,5% du PIB. Alors c'est rien. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a utilisé la même combine que ce qu'on a fait en 2008, 2009 et les années suivantes. C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on appelle un bail-out. Qu'est-ce que c'est qu'un bail-out? Bail-out, en fait, c'est une nationalisation. En gros, c'est-à-dire une nationalisation des pertes. Vous remarquerez, on ne nationalise jamais les gains. Et les pertes, en revanche, là, on sait bien faire. Donc, c'est la nationalisation des pertes. C'est-à-dire qu'en gros, l'État prend la banque, met ça dans son compte de pertes et de profits, surtout de pertes, et donc on vous adresse la note par l'intermédiaire de votre feuille d'impôt. On va dire que c'est un peu indolore, parce que comme vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, c'est pas grave. Et donc, on vous met ce bail-out. Pourquoi on vous met ce bail-out? Je ne sais pas si vous avez entendu parler il y a quelques temps de la mise en place d'une autre technique qui est le bail-in. Alors le bail-in, c'est en fait, soi-disant, pour protéger les banques. Mais c'est pas pour protéger vos avoirs. En gros, le bail-in, c'est quoi? C'est de se dire, à un moment, le pépin, il va être trop gros pour que ce soit l'État qui s'en occupe. Et à ce moment-là, eh bien, c'est la banque qui s'en occupe. Et la banque, elle fait comment? Elle se paye sur les déposants. D'accord? C'est prévu. C'est-à-dire, on rince les actionnaires, on rince les obligataires, et puis on rince les déposants. C'est en gros ce qui s'est passé à Chypre, où on a payé 80% à peu près de l'argent des comptes. D'accord? Le gars qui avait 1 million, il s'est retrouvé à 200 000. Et alors, le pire, c'est qu'il ne voulait même pas disposer de ces 200 000 balles. C'est-à-dire qu'il avait le droit de retirer 200 balles toutes les semaines, mais il n'avait pas le droit de disposer de ces 200 000 balles. Alors, il faut bien comprendre pourquoi je veux en arriver là, c'est que vous aurez un bail-in à un moment. Je ne sais pas où. Est-ce que ça sera un bail-in en Italie? Est-ce que ça sera un bail-in en France? Est-ce que ça sera un bail-in en Espagne? Est-ce que ça sera un bail-in? Et à la limite, il y aura un bail-in. Si vous avez un bail-in, qu'est-ce qui se passe? Si vous ne voulez pas déclencher ce qu'on appelle un bankruptcy, c'est-à-dire
des gens qui viennent taper à la fenêtre de la banque pour récupérer leurs sous et se barrer. Vous êtes obligé de fermer les banques, toutes les banques. Toutes les banques dans tous les pays de la zone. Parce que si vous êtes un tout petit peu malin, si un matin vous vous réveillez et que vous apprenez que toutes les banques italiennes sont fermées, vous regardez l'heure, vous pensez à votre banque et vous avez retiré votre argent. Je vous rappelle que toutes les banques sont interconnectées. Ne croyez pas que si jamais Intesa San Paolo, etc., se casse la gueule, ça ne va pas toucher la Société Générale et la BNP, elles sont basées dans les mauvais. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on sera obligé de fermer toutes les banques en Europe et de réinstaurer un contrôle des capitaux. Et donc, vous vous retrouvez avec un joyeux fonctionnaire qui va décider que vous pouvez retirer 100, 200, peut-être 300 euros si j'ai bien aimé. Mais vous n'aurez plus la main sur votre argent. Et vous n'aurez plus la main sur votre argent, contrairement à ce que dit le petit papier qui a été écrit par M. Draghi et consort sur les bail-in, avec une réouverture 5 jours plus tard, parce que si vous réouvrez la banque 5 jours plus tard, qu'est-ce que vous faites? Vous foncez à la banque et vous tirez votre monnaie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt de retrouver la main sur votre argent. Vous avez dit là que je vous tomberais. Je pense que ça marche. Donc, voilà le risque principal en Europe. Alors, ne me demandez pas évidemment quand ça va se passer. Je ne serai pas là. Pas de faire de bronzette sur une île. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que si vous ne prenez pas vos précautions avant, après ça sera trop tard. Parce que le jour où c'est fermé, c'est fermé. Hein. Donc vous êtes comme un idiot devant votre banque et vous avez beau réclamer votre argent, vous ne l'avez pas. Donc il vaut mieux s'y prendre avant qu'après, parce qu'après c'est toujours trop tard. Donc voilà quelque chose qui peut se passer et qui peut se passer demain, comme dans 6 mois. Mais qui peut se passer, alors je vous dis, est-ce que ce sera l'Italie, est-ce que ce sera un autre pays? L'Italie est aujourd'hui assez en tête des emmerdements, donc c'est possible que ce soit l'Italie, en tout cas en Europe. Deuxième chose qui pourrait bien aussi nous faire des misères, c'est ce que fait la Chine en ce moment. Donc la Chine, je vous ai dit, aujourd'hui imprime beaucoup d'argent, 400 milliards par mois, pour maintenir son système. Pourquoi? Parce que la Chine a quand même depuis quelque temps un petit souci. La Chine, c'était un contrat. C'était un contrat passé entre le Parti communiste chinois qui dirigeait et la population. En gros, ce contrat, c'était on vous assure une croissance forte, à ce moment-là, entre 10 et 15%, donc une croissance à 2 chiffres, une jolie croissance. Hein. On vous assure une croissance importante. Hein. Nous, Parti communiste chinois, on se garde comme des porcs. Et vous avez les miettes. Mais les miettes d'une croissance à 2 chiffres, c'est des jolies miettes. Très jolies miettes. Donc, cette espèce de contrat social s'est plutôt bien passé pendant un certain nombre d'années. Sauf que, pas de bol, sur les dernières années, la croissance chinoise a chuté. Pourquoi elle a chuté? Parce qu'en fait, elle était totalement artificielle depuis un bon moment.
elle était uniquement basée sur le surinvestissement chinois, surinvestissement en infrastructure notamment. Ce qui a donné lieu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, à ce qu'on appelait les ghost towns. En Chine, c'est des villes fantômes. Donc vous avez une ville, et puis pas un village, vraie ville, sans personne dedans. Alors c'est vrai que instantanément, ça vous crée de la croissance, parce que vous avez des Gugus qui montent les immeubles, qui sont payés, donc vous avez de la croissance. Sauf que les gars, ils ne sont pas payés comme vrai, et donc, résultat, ils sont incapables d'acheter l'appartement qu'ils ont construit. Donc une fois que c'est construit, ça s'arrête. Et donc vous avez eu cette croissance qui était en fait une fausse croissance à la japonaise des années 80-90, mais avec un taux qui était du jamais vu, c'était 40% du PIB. On ne l'a jamais vu nulle part. C'est 2 fois, 3 fois ce qui a été fait pire au Japon. Donc vous avez, ça engendre des prêts qui sont des prêts pourris, qui ne seront pas remboursés puisque vous ne vendez pas l'immeuble. Forcément, ça fait des pertes. Et donc, les Chinois ont injecté beaucoup d'argent pour continuer à faire croire qu'il y avait de la croissance, mais je vous dis qui malheureusement ont de plus en plus de mal parce que il y a quelques rigolos comme moi qui en sont allés plonger leur nez dans leurs affaires et qui ont posé des mauvaises questions du genre tiens, c'est quand même marrant, vous nous annoncez 7% de croissance et puis vous ne consommez pas plus d'électricité qu'avant, vous en consommez même moins. Mais moins de pétrole. Comment vous faites? Vous avez trouvé la solution que tout le monde cherche, mais que personne ne trouve. Donc vous aviez comme ça des choses qui vous faisaient dire que la croissance n'était pas si importante qu'elle ne semblait l'être. Et donc là, aujourd'hui, ils ont un petit souci, c'est qu'ils ont une croissance qui très probablement doit tourner autour de 4. Alors ils en annoncent 7, mais doit tourner autour de 4, avec ce que je vous ai dit, c'est-à-dire un problème démographique qui est important. Et c'est pas parce qu'ils viennent de changer leur fusil d'épaule sur l'enfant unique que ça va produire des effets instantanés. Même s'ils avaient tous dès ce soir, c'est pas la peine. C'est cuit là pour les 15 ans qui viennent, les 20 ans qui viennent. Et donc, vous êtes aujourd'hui dans une impasse, parce que ça a tiré quand même beaucoup la croissance mondiale pendant ces 6-7 dernières années. Donc là, vous avez encore un moteur qui s'éteint, la croissance. Alors, pourquoi je vous ai parlé de la Chine? C'est parce que, au niveau monétaire, il y a des petits indices qui me font dire qu'ils sont en train de nous préparer un joli coup d'arnaque. Aujourd'hui, vous avez les Chinois qui achètent absolument tout l'or du marché. Quand je vous dis tout l'or du marché, c'est réellement tout l'or. D'abord, ils sont devenus les premiers producteurs. Si vous prenez les Russes en plus, ils sont à 25% du marché mondial en termes de production. Vous avez, en plus de ça, tous leurs achats. Et alors, vous avez tous leurs achats déclarés et tous ceux qui ne déclarent pas. Je peux vous dire que ça représente des sommes phénoménales. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne font pas que ça, parce que, bon, à la limite, ils achètent de l'or, très bien, mais ils sont aussi en train de créer un nouveau standard. C'est-à-dire que tout l'or qu'ils achètent, ils le refont. Ils le refont d'où? Principalement dans 2 fonderies en Suisse qui sont connues pour être au top au niveau standard et purification de l'or. Donc, le nouveau standard, qui est
le nouveau standard chinois aujourd'hui, c'est des lingots d'1 kilo qui sortent des fonderies suisses et qui sont en ce qu'on appelle du 4x9, c'est-à-dire du 99,99% pur. Pourquoi est-ce qu'on fait un standard? Pour éliminer les autres du marché, en général. Et pourquoi on voudrait éliminer les autres du marché? Pour les dollars. Pour les dollars. Comment on peut le faire? Une fois que vous avez mis en place ce standard, que vous avez viré les gens qui ne sont pas au standard, par définition, vous faites quoi? Vous sortez une monnaie. Alors, les aficionados de la crypto-monnaie vont tomber dessus en disant mais non, ça peut être une crypto-monnaie, ça peut être autre chose, ça peut être une monnaie traditionnelle, basée sur l'or et convertie en or immédiatement. S'ils arrivent à faire ça, ils ont déjà commencé. C'est ça qui me fait dire qu'ils ont une grosse idée derrière la tête. C'est qu'ils ont déjà commencé à le faire sur les négociations de pétrole entre la Russie et eux. Où ils payent leur pétrole en yuan convertis en or. Alors c'est sur une toute petite partie, c'est sur un contrat bien spécifique, mais ça n'empêche que, si on réfléchit, demain, ils vous sortent une monnaie entièrement basée et convertie en or. Et moi, demain, je vous achète un appartement et je vous dis, écoutez, je vais vous payer soit en dollars, soit en euros, soit en yens, soit en bitcoin, soit en yuan convertis en or. Faites quoi? Personne pour l'euro, personne pour le yen? Pas sympa. Donc voilà, donc fin de l'histoire. Alors ne pensez pas, ça c'est purement une histoire de marché. Ne pensez pas que le dollar tombera en premier. Il baissera, mais il ne plongera pas. L'euro sautera, très probablement, parce que je vous ai dit c'est une monnaie qui a du mal monté, donc en général, s'il vit sur 3 pieds, ça finit par se casser la figure. Donc l'euro sautera, le yen sautera, très probablement, parce que lui, il est quand même dans une situation qui est particulièrement mauvaise. En revanche, le dollar, pas tout de suite. Et pourquoi pas tout de suite? Il peut même monter. Je vais vous dire pourquoi, tout simplement parce que techniquement, c'est l'actif le plus liquide au monde. En réalité, ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un grand fonds de pension, une banque centrale, qui a instantanément besoin de se replacer sur un actif, appuie sur un bouton, achète pour 100 milliards de dollars et ne fait pas bouger le dollar d'un cent. C'est la seule monnaie avec laquelle vous pouvez le faire. D'accord? Essayez de faire ça avec le franc suisse, vous allez le faire. Pourquoi? Parce que c'est la base la plus large et parce que c'est la monnaie malgré tout encore mondiale, même si certains font des swaps de devises et s'échappent de cette monnaie qu'est le dollar, hein. Mais ça reste quand même la monnaie la plus liquide. Donc le jour où il y a un pépin dans le monde, où que ce soit, même si le pépin est américain, regardez ce qui s'est passé en 2008. Le pépin quand même venait des États-Unis. Hein. Je rappelle, les subprimes, c'était pas français. Hein. Donc venait des États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé instantanément de la rentrée? Pourquoi? Parce qu'on va se réfugier sur ce qu'il y a de plus liquide. C'est un espèce de réflexe pavlovien chez les gérants moyens qui, quand ils paniquent, se précipitent sur le dollar. Il ne sait pas faire autre chose. Donc,
Alors ça va évoluer, peut-être que dans quelques années ça changera, mais pour l'instant ça reste comme ça. Donc voilà une des choses qui peut peut-être déclencher, peut être le déclencheur de, je dirais, la gamelle finale. Alors, je m'étais amusé à écrire il y a quelques mois les 13 scénarios possibles de l'année 2018, tout en disant d'ailleurs que ça serait probablement le 14e que je n'ai pas écrit qui y arriverait. On ne peut pas se faire d'illusions là-dessus, mais vous avez probablement, je ne sais pas ce que sera le déclencheur, on ne sait rien. Et aujourd'hui, la situation, je dirais, est tellement tendue que le moindre petit pet peut provoquer un gros effondrement. Mais ce que je sais, c'est que très probablement, quel que soit le déclic, quel que soit le détonateur, vous aurez les banquiers centraux qui interviendront. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, ne peuvent pas se permettre de laisser tomber le marché, parce que ça veut dire laisser tomber l'économie, et je ne suis pas sûr que ça soit dans leur idée actuellement, et pas depuis 10 ans de toute façon, puisqu'ils ont prouvé quand même qu'ils faisaient absolument tout pour faire monter les marchés. Donc, vous aurez une intervention massive des banquiers centraux. Ça veut dire que vous aurez très probablement un accord entre Fed, BCE, BOJ, BOC et BOE, les principales banques centrales, pour imprimer massivement et pour soutenir les marchés. C'est là qu'on peut avoir le départ. C'est probablement là qu'on l'aura. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous verrez les marchés flamber. Pourquoi? Parce que vous comprenez bien, vous donnez de l'argent comme ça à des gérants qui sont contents, donc ils vont investir sur les marchés, donc ils achètent massivement. Donc vous aurez très probablement une très forte hausse des marchés. On va même d'ailleurs aller plus haut que ce qu'on a vu actuellement. En revanche, la chute se fera par la monnaie, parce que vous en aurez trop imprimé, parce que les gens prendront conscience qu'il n'y a pas de plan B, c'est-à-dire qu'on ne peut finalement pas sortir de ce mécanisme, et qu'à chaque fois qu'il y aura une petite baisse des marchés, les banquiers centraux seront obligés de remettre en pot, et qu'à ce moment-là, ça n'a plus de fin. Ça veut dire que la création monétaire est illimitée, et ça veut dire que le billet que vous avez dans la main, vous ferez. Donc ça peut se faire en plusieurs phases, et donc je vous dis quelque chose qui décidera les banquiers centraux à y aller. Ils iront trop fort, c'est pas la première erreur qu'ils font, ils iront trop fort, ils montreront que finalement ils n'ont pas le choix, et à partir de ce moment-là, la monnaie s'écroule. Alors peut-être un peu aidé par les Chinois, après, on peut tout imaginer. Pour la prise de conscience, c'est bien, parce que là, visiblement, quand même, moi je m'attendais à ce que les Japonais prennent conscience un petit peu de leur état depuis un moment, mais visiblement, ce n'est pas le cas. Donc c'est très long. Donc il faut quelquefois qu'il y ait une mise au point un peu brutale pour que les gens s'aperçoivent de la situation. Alors, si vous voulez, on va passer aux questions, parce que je pense que vous devez en avoir quelques-unes. Et je répondrai volontiers à toutes vos questions.